As-tu déjà rêvé de faire taire quelqu'un d'une seule punchline bien percutante? Bouche bée, finito, il ne peut plus rien dire. Ça fait envie, hein? Peut-être que tu l'as déjà fait. Tu t'es senti grandi, hein? Tu t'es senti fort. Mais qu'est-ce que tu dirais si c'était toi qui étais victime de cette punchline? Peut-être aussi que tu as déjà été victime de ce genre d'attaque infondée, avec un goût assez amer, tu saurais peut-être pas d'où ça vient et qui a fait que ça a fait monter en toi une certaine colère envers la personne qui t'avait attaqué de cette manière-là. Dis-toi que tu as certainement été victime d'un sophisme qui s'appelle l'homme de paille. L'homme de paille est un outil rhétorique très pratique, très facile d'utilisation. Il nous flatte l'ego. Il est, comment dire, très facile d'utilisation et il nous permet de gagner facilement face à l'adversaire. Mais surtout, il nous évite de vraiment faire des efforts pour avoir à écouter l'autre. On écoute un petit peu ce qu'il est en train de dire, on chope une petite phrase, un petit quelque chose qui nous permet de travailler dessus en le déformant, en l'attaquant juste pour un mot particulier, faire dire à l'autre quelque chose qu'il n'a pas vraiment dit, et hop, une petite escotocade dans ce fétu de paille que nous avons créé, et nous avons pu gagner l'échange parce que la personne en face de nous n'était pas un réel adversaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un homme de paille? Dans l'origine du mot, c'est tout simplement ces fétus de paille qu'utilisaient les soldats de l'armée romaine, les guerriers même au Moyen Âge, qui permettaient pour l'entraînement de permettre à ces soldats de s'entraîner à faire des estocades, taillader l'adversaire, et de fait, ils s'attaquaient à des adversaires inertes, qui ne se défendaient pas, qui n'attaquaient pas, etc. Donc c'était des adversaires très faciles à combattre. C'est de cette manière-là que l'on a repris l'expression pour expliquer ce sophisme qui consiste à déformer, exagérer un propos utilisé par notre interlocuteur afin d'attaquer ce que nous avons déformé et de faire dire à son interlocuteur quelque chose qu'il n'aura pas nécessairement dit, mais de s'attaquer bien précisément à ce point-là et de s'offusquer de ce point-là, ou de se dire que c'est uniquement avec ce point-là, si ce point-là est faux, si ce point-là est bancal, si ce point-là ne veut rien dire, c'est que tout le reste ne veut rien dire non plus. Et juste en attaquant ce petit point faible que nous avons créé, nous gagnons l'échange en totalité. Mais peut-être que vous ne l'utilisez pas à dessein. Vous l'utilisez un petit peu sans vous en rendre compte. Ou peut-être que la personne avec qui vous discutez l'utilise sans s'en rendre compte. C'est un sophisme qui est très répandu, très utilisé, qui est très utilisé dans les débats. C'est même un petit peu l'outil phare de nos débats, surtout quand ils sont à la télé, et qui fait que, en fait, les deux personnes qui discutent l'une avec l'autre ne cherchent pas à créer une discussion riche entre elles. Non, elles cherchent à convaincre le public. Et donc, c'est une arène, c'est un terrain de boxe ou un terrain de guerre où les deux personnes qui sont en train de débattre et de discuter entre elles n'ont pas pour objectif de construire quelque chose ensemble, mais ont pour objectif de détruire l'autre. Alors, toutes les armes sont bonnes pour y aller. Mais derrière,
il y a aussi des personnes qui utilisent ce sophisme sans s'en rendre compte. Pourquoi? Tout simplement parce que il fait appel à deux éléments qui le rendent très séduisant. Le premier, c'est les émotions. Si vous avez une émotion forte ou qu'un propos avec quelqu'un avec qui vous êtes en train de discuter a un propos qui génère en vous une émotion forte, notamment généralement la colère, vous allez moins réfléchir à comment vous allez répondre à cette personne et vous allez souvent lui donner une réponse cinglante. L'autre point, c'est le biais de confirmation. Il y a un point qui est très très fort là-dedans, c'est que quand on utilise un homme de paille, ça nous permet de nous conforter dans nos croyances, dans ce que nous pensons, dans nos opinions. Et donc, ça nous conforte dans notre pensée, et c'est beaucoup plus plaisant d'utiliser ce genre de démarche plutôt que de se fatiguer à réellement comprendre la personne avec qui on parle. Vous l'aurez certainement compris, si vous inversez les rôles et que vous vous retrouvez dans la position de la victime ou de la personne qui subit cet homme de paille, c'est pas génial. Vous pouvez vous sentir trahi. Vous allez certainement perdre la confiance de la personne avec qui vous discutez. Ça va certainement créer des conflits, nuire à la relation. Et si c'est soit au travail, soit une relation amicale, etc., ça peut avoir des conséquences qui, lorsque le processus est répété, avoir des conséquences très négatives sur la relation. Pour illustrer ça, rien de mieux qu'un bon petit débat télévisuel, hein, c'est un sport national en France, et avec cela, donc le petit débat de Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour les présidentielles 2022. Alors c'est un débat qui est bourré d'hommes de paille, mais je vous en ai pris deux pour illustrer ce point. Je veux le rappeler que la mesure de blocage, je ne suis pas du tout opposé, mais moi je suis opposé à un changement de système pérenne. C'est-à-dire je veux sortir du marché européen de l'électricité qui en fait nous oblige à voir les prix de l'ensemble de l'énergie augmenter dans des proportions qui sont spectaculaires. Il faut le réformer. Donc à chaque fois je veux quelque chose de pérenne. Et pas quelque chose de provisoire comme vous le faites. Vous avez voté contre le blocage des prix. Parce que vous le faites de manière provisoire. Vous avez voté voté bien de faire contre un le bouclier, blocage des mais en prix. réalité, pardon, qui le paye, Monsieur Macron, le bouclier? Ce sont les contribuables. Mais comme la baisse de la TVA. À chaque fois, c'est d'un côté ou de l'autre. Non, parce que moi j'ai des économies. Le premier, c'est Macron qui fait un homme de paille. Et là, il va, alors que Marine Le Pen parle du fait qu'elle veut trouver une solution pérenne pour les prix, et Macron lui dit qu'elle a voté contre une mesure qui avait été initiée. Maintenant, ce que vous dites est faux plusieurs fois. D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. Voilà ma position, c'est la même. C'était la même en Irak en 2003, c'est la même pour l'Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine sans la Crimée, Madame Le Pen. Dès ce moment-là. Non, mais pardon. D'accord, nous allons y venir, Monsieur Macron. Nous allons y venir. La Crimée n'a pas dû vous poser énormément de problèmes non plus, puisque vous avez reçu Monsieur Poutine en grande pompe à Versailles. Vous avez reçu un chef d'État et de gouvernement, en 2017, pas comme un banquier, Madame Le Pen. Non, en 2017, vous avez reçu Monsieur Poutine à Brégançon, sur votre lieu de vacances. Et vous avez d'ailleurs tenu à cette occasion exactement les propos que je tiens. Vous avez dit à cette occasion que la Russie devait être réarrimée à l'Europe. Vous avez dit qu'il fallait faire l'Europe de Lisbonne à Vladivostok. Donc ce que vous faites aujourd'hui, c'est je ne dis pas le contraire. Non, mais je vais vous dire, c'est être dans une posture. Est-ce que ce que je dis est faux? Que ça n'est pas digne. Est-ce que ce que je dis est faux? C'est pas digne, c'était. Maintenant, je vais aller sur le fond. Monsieur Macron. Est-ce que ce que je dis est faux? Second échange. Là, c'est Marine Le Pen qui fait un homme de paille, qui, sur les propos qui sont échangés, va accuser Emmanuel Macron d'être en dissonance parce qu'il a accueilli Poutine en France
et en grande pompe, en omettant le fait que c'est un chef d'État et que, en tant que président, il est tenu de le recevoir d'une manière adéquate. Vous voyez, ça ne tient vraiment à pas grand-chose. Ça peut être un petit mot, une insinuation qui vous permet, ou permet à votre adversaire, de modifier un petit peu votre pensée ou ce que vous avez voulu dire pour pouvoir l'attaquer de son côté et gagner le débat, plus exactement donner l'impression qu'il a gagné auprès d'un autre public et derrière vous donner tort. L'homme de paille est tout de même trompeur, car malgré le fait qu'il vous donne l'impression de pouvoir obtenir une victoire facile, rapide, il vous permet aussi de cacher vos faiblesses. Et ça veut dire que derrière, il y a réellement des faiblesses. Peut-être que vous n'avez pas d'arguments solides à présenter à votre adversaire. Peut-être que vous n'avez pas la capacité de travailler à détruire la position véritable de votre adversaire. Et en fait, il révèle simplement votre peur d'avoir tort. Sous-jacent à ça, c'est que ça va créer des problèmes entre les deux personnes qui discutent. Vous allez créer un malaise, vous allez peut-être même créer un conflit, voire pire, de la haine. C'est aussi un sophisme qui détruit la nuance, et plus exactement va faire tendre les personnes qui discutent à aller dans les extrêmes. Donc, une grande polarisation du débat, ce qui ne permet pas vraiment, même pas du tout, de construire quelque chose. Mais alors, que faire face à cet homme de paille? Eh bien, tout simplement chercher à construire des arguments plus solides. Et pour cela, je vous invite à faire un homme de fer. Il va vous falloir écouter attentivement ce que peut dire votre interlocuteur. Peut-être réfléchir à reformuler ce qu'il a dit pour vous assurer que vous avez bien compris ses propos et exactement le sens qu'il a voulu porter avec les mots qu'il a utilisés. De cette manière, vous allez avoir une compréhension pleine et complète de son argument. Vous allez peut-être même chercher à faire réfléchir votre interlocuteur pour augmenter la solidité de l'argument qu'il a utilisé. De cette manière, ce que vous allez combattre lorsque vous allez porter votre propre argumentation et essayer de démonter cet argument, eh bien, c'est de se vous battre contre un argument très solide. Le défaut derrière, c'est tout simplement que c'est une méthode qui demande beaucoup plus d'efforts que l'homme de paille. Tout simplement parce qu'il va vous falloir avoir une grande attention à ce que dit la personne en face de vous. Vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir trouver de très bons arguments pour pouvoir le combattre. Et il va peut-être vous falloir accepter que vous puissiez avoir tort. Mais alors pourquoi l'adopter? Surtout si, de fait, puisque les discussions sont un petit peu plus longues, qu'il faut réfléchir pour bien s'assurer que la personne a bien compris ou que vous aviez bien compris, c'est forcément un petit peu moins spectaculaire et il n'y a pas de punchline. Pourquoi adopter l'homme de fer? Tout simplement parce que derrière, vous allez pouvoir construire des relations plus solides. Les argumentations que vous allez confronter seront également plus solides. Vos propres arguments seront forcément beaucoup plus solides, parce que si vous voulez combattre un argument solide, il va falloir que votre argument, lui, soit encore plus solide. Et ça permet de construire des relations beaucoup plus saines, une confiance. Même si vous avez des idées opposées avec la personne avec qui vous discutez, le fait que vous soyez en compréhension avec ce qu'elle vous dit vous permet de créer une certaine confiance.
Le contre-coup à cela, c'est qu'il va falloir choisir vos combats. Ça demande de l'énergie d'utiliser un homme de fer, beaucoup d'énergie, et vous n'avez pas l'énergie pour faire des hommes de fer partout. Choisissez correctement vos combats. Est-ce que la discussion que vous avez avec la personne en face de vous est vraiment utile, importante pour vous? Est-ce que vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne? Si oui, peut-être qu'il est utile de faire un homme de fer. Si ça l'est moins, n'allez pas sur l'homme de paille. Tout simplement, faites en sorte de ne pas utiliser un homme de paille. Voilà ma deuxième vidéo construite. J'y ai passé pas mal de temps, elle a mis du temps à sortir, beaucoup plus de temps que je n'aurais souhaité. J'espère qu'elle vous plaira. Je vais y faire un petit peu plus de travail derrière avec quelques shorts et d'autres réseaux sociaux. J'espère que ça vous aura attiré. Dites-le moi en commentaire si vous avez directement atterri sur cette vidéo ou si vous venez d'ailleurs. Si vous voulez en savoir plus, parce que cette petite vidéo, elle est courte et je ne dis pas tous les éléments que j'ai travaillé pour la construire, j'ai fait un article bien plus complet où je vous donne également des exercices pour comprendre comment sont construits les hommes de paille et comment les détruire. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller sur mon blog, j'ai mis le lien en description, et vous allez pouvoir voir un article bien plus détaillé dans cette démarche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, et n'oubliez pas de partager avec plaisir des conversations conviviales en y mettant la forme.